Bienvenue, madame, monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la Semaine Éco. La Semaine Éco est ce numéro spécial consacré cette fois au marché de l'emploi en Algérie avec en toile de fond la montée fulgurante de la transformation digitale et de l'utilisation également de l'intelligence artificielle. Alors nous sommes ici au Palais de la Culture Moufti Zakaria pour assister au 18e salon, 18e édition de l'emploi et de la formation et de l'entrepreneuriat, c'est Algeria Job Summit. Alors nous sommes au milieu d'une centaine d'exposants représentant des entreprises économiques et le moins que l'on puisse dire est que l'IA, l'intelligence artificielle et la transformation digitale ont modifié de manière radicale les compétences recherchées par les employeurs. Outre les compétences techniques, on parlera également du soft skills, c'est-à-dire la créativité, la communication également, et la résolution des problèmes qui sont de plus en plus valorisés avec cette nouvelle conjoncture. Les professionnels doivent développer un ensemble de compétences hybrides pour rester compétitifs et nous allons justement en parler avec nos invités autour de ce plateau que je vous présente tout de suite. D'abord à ma gauche, docteur Ali Belkhiri. Alors vous êtes commissaire du salon Algeria Job Summit. Merci, monsieur Belkhiri, d'avoir accepté notre invitation. Merci donc pour l'invitation à participer à cette émission qui va nous permettre donc de promouvoir ce salon et aussi les nouvelles technologies liées à l'IA. Donc nous sommes les organisateurs. Si vous permettez, on continue à présenter les invités et on reviendra sur l'événement que vous êtes en train d'organiser en ce moment. Alors à côté de vous, vous avez madame Ahlam Yazli. Alors Ahlam Yazli, vous êtes directrice commerciale d'une société qui s'occupe du recrutement. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et c'est nous. Et à ma droite, j'ai avec moi Sarah Aït Hammou. Alors vous êtes manager d'un incubateur, l'incubateur Worm Working by the Annex DZ, si je ne me trompe pas. Je vous remercie déjà pour l'invitation. Je félicite tous ceux qui ont fait ce salon pour cette réussite. Effectivement, je suis la cofondatrice du premier incubateur féminin Woomwork by the Annex DZ, qui lui est un catalyseur pour les entrepreneurs. On reviendra en détail sur votre mission et sur le travail que vous êtes en train de faire également. Nous avons avec nous également madame Mariam Taleb. Alors Mariam Taleb, vous êtes représentante de l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, et vous êtes précisément chef d'annexe de l'ANEM à Babzouar. Exactement, bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, ma première question concerne bien sûr l'événement que nous sommes en train de vivre en ce moment, la 18e édition du Salon de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat, avec ce nom anglophone aussi, Algeria Job Summit. Vous êtes le commissaire de cet événement. Quelle est la mission de l'événement d'abord et votre constat après ces 2 jours de travaux? Voilà, donc effectivement, nous en sommes à la 18e édition dans l'organisation de ce salon national de l'emploi, de la formation continue et de l'entrepreneuriat. Oui. Notre objectif, notre mission, c'est d'organiser une sorte de plateforme qui va accueillir les différents acteurs qui travaillent dans la promotion de l'emploi en Algérie. Ces acteurs, c'est les entreprises qui recrutent, c'est les administrations qui recrutent aussi, c'est les écoles qui forment, dans le cadre de la formation continue, justement elles forment pour les entreprises, pour les institutions, les administrations, et c'est aussi l'entrepreneuriat. C'est aussi donc le volet donc création d'entreprise, donc qui dit création d'entreprise, dit création d'emploi automatiquement. Avec une particularité de cette année, c'est qu'on a introduit donc l'auto-entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat, il y a les start-up, il y a l'auto-entrepreneuriat. Donc c'est toutes ces actions sont prises en charge par l'organisation de ce salon. Là, c'est une plateforme d'accueil de ces différents acteurs. Vous avez choisi une thématique intéressante. Vous parliez de l'introduction de la transformation digitale et de l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle. Quel est son domaine d'application aujourd'hui? Elle est bien présente. Exactement, à travers oui. Les entreprises qui sont ici. Exactement. Donc, vous l'avez dit, c'est la 18e édition, mais cette année, nous avons voulu ajouter le volet de l'emploi lié à l'actualité un peu technologique mondiale. Alors, l'actualité technologique mondiale, c'est quoi? C'est la transformation numérique, c'est l'informatisation donc, qui se généralise partout, dans les entreprises, les administrations, etc. Et un des volets particuliers, et je dirais même stratégique, puisque c'est une véritable révolution, c'est l'introduction donc des applications de l'intelligence artificielle donc au niveau de la gestion et du fonctionnement de ces entreprises. C'est un constat que vous avez fait. C'est un constat. Alors chez nous,
nous en sommes au stade du balbutiement. Ça commence. Mais au niveau mondial, dans les grands pays, l'opération est relativement bien avancée. Les États-Unis, par exemple, et la Chine, ce sont les deux grands leaders au niveau du développement de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une sorte de course, de course économique, politique, etc. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une révolution. Comme l'informatique il y a 40 à 50 ans, elle a révolutionné le monde en termes de méthodes de gestion, de communication, etc. Avec l'apparition plus tard d'Internet. L'intelligence artificielle actuellement, c'est une véritable révolution qui va changer, qui va bouleverser les méthodes de gestion des entreprises, qui va bouleverser les comportements et qui va bouleverser notre manière d'appréhender l'environnement dans lequel nous vivons et nous travaillons. Vous permettez de poser la même question, justement un exemple concret. Nous avons une société qui s'occupe de tout ce qui est recrutement et mise en contact entre recrutés et recruteurs. Vous utilisez la transformation digitale, vous avez déjà initié votre entreprise à la numérisation. Est-ce que cela vous a aidé à évoluer et à gagner en part de marché? Vous êtes installé en Algérie, mais également à l'étranger, mais en Algérie d'abord. Alors effectivement, donc nous sommes, comme qui dirait, intermédiaires entre les entreprises, donc les acteurs économiques qui recrutent et les candidats demandeurs d'emploi ou même des personnes expérimentées en recherche active d'emploi ou de nouvelles expériences. Par rapport à la transformation digitale, on continue à faire des efforts. Il faut savoir que chez nous, un Emploi Partenaire, c'est un cabinet qui a toujours utilisé le digital. Donc nous avons une application mobile ainsi qu'une plateforme qui est à 100% digitale et qui met en relation justement les entreprises qui recrutent avec les candidats demandeurs d'emploi. Donc nous avons toujours été dans le digital. Aujourd'hui, par contre, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, nous sommes obligés de nous adapter afin de continuer justement à garder d'abord nos parts dans le marché avec tout ce que connaît le marché de l'emploi comme évolution, mais aussi à pourquoi pas en gagner davantage. Donc effectivement, nous avons pas mal de projets actuellement de développement qui ont pour but justement d'intégrer de manière partielle ou complète l'intelligence artificielle dans pas mal de tâches, histoire d'automatiser justement la recherche de candidats, d'automatiser... Justement, vous anticipez sur ma question, Ahlam Yazli. Oui. La question est, est-ce qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée du digital est devenue indispensable aujourd'hui dans votre travail? Absolument. Absolument. Déjà, ça nous permet de gagner du temps, d'être plus efficace. Du coup, donc gain de temps, gain d'efficacité. Effectivement. Oui. Et puis, avec la nouvelle réglementation, etc., aujourd'hui, on ne peut pas diviser le digital du recrutement. Donc, on est obligé je parle des nouvelles réglementations de la protection de données, etc. Oui. Donc on est obligé d'être... C'est-à-dire que l'écosystème dans lequel vous évoluez a changé et donc aujourd'hui vous avez plus de facilité. De suivre. Oui, de facilité à continuer dans votre tâche et qui s'appuie justement sur la transformation digitale. C'est ça. Je reviens vers mes deux invités. D'abord vers vous, Saïd Hamou. Alors vous êtes un exemple différent. Vous avez commencé, vous avez eu un cheminement assez graduel. Ça a commencé par une start-up. Aujourd'hui, vous êtes constitué en incubateur. Vous êtes dans le conseil, vous êtes dans l'accompagnement également. Quelle est aujourd'hui la part de la transformation digitale dans votre travail? Est-ce que ça vous a permis d'émerger et d'évoluer très vite? Alors, faut comprendre en fait que le digital fait partie intégrante maintenant de l'écosystème entrepreneurial algérien. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat si on ne parle pas en fait de digital. Comprendre que ce facteur-là du digital, c'est optimal et c'est, on va dire, vital pour les entreprises d'aujourd'hui si elles veulent accroître, on va dire, leur business, si elles veulent gagner encore plus de parts de marché, de se digitaliser. Il n'y a pas, on va dire, on est en quelque sorte pour certaines entreprises, elles sont dos au mur. Il faut se digitaliser, il faut se mettre à la page pour qu'on puisse aller de l'avant et aller en fait gagner d'autres marchés, se faire connaître et évoluer encore plus. En ce qui concerne en fait notre incubateur, tout a commencé, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était par le biais d'un catalyseur, par le biais en fait de services
qui se sont mis en place autour d'entrepreneurs, autour de leurs besoins, et donc autour de coaching, de formation, d'accompagnement et de numérisation et de transformation digitale de ces entreprises-là. Donc la part du digital, on va dire maintenant, c'est devenu le cœur de chaque entreprise. On ne peut ni s'en passer pour sa communication, ni s'en passer pour la gestion interne maintenant de son entreprise, ni d'aller chercher de nouvelles parts de marché pour son entreprise, ni de recruter. Tout passe par le digital maintenant. Et donc c'est le moyen, entre guillemets, si on peut dire, inévitable pour chaque entreprise pour qu'elle puisse réussir. Inévitable. Le mot inévitable revient souvent lorsqu'il s'agit d'utilisation de ces nouvelles technologies, car aujourd'hui c'est l'outil à avoir entre les mains pour pouvoir évoluer et être plus rapide, plus efficace dans le traitement des données. À l'ANEM également, c'est une agence qui a opéré une véritable mue également. Vous avez amorcé un changement qui s'est fait au fil de ces dernières années. Ouais. Le numérique avec des plateformes, des applications qui vous ont permis d'être beaucoup plus visibles envers les jeunes. Oui. Donc l'ANEM, c'est parmi les premiers organismes en Algérie qui utilisent le service en ligne à 100%. Donc, c'est-à-dire les employeurs et les demandeurs, ils peuvent utiliser le service ANEM sans déplacer au niveau de l'agence. Dans le processus de l'intermédiation, on utilise la digitalisation en 2012. En 2012, on fait le rapprochement, l'intermédiation entre les demandeurs et l'employeur par une application. Donc déjà en 2012, vous avez initié... Oui. Donc on a l'application. Vous êtes un peu les précurseurs, un peu. Bien sûr, on est le premier organisme en Algérie. C'est officiel. D'accord. Donc en 2012, on fait le rapprochement par une application. Donc c'est l'application qui est envoyée les demandeurs vers les employeurs selon bien sûr les conditions, les critères demandés. Mais en 2015, on fait le service en ligne. Ce qui fait les demandeurs, on peut utiliser, s'inscrire au niveau par le téléphone, smart téléphone ou bien par un site internet. Et puis, ils ont validé les inscriptions au niveau de l'agence. Et puis, ils peuvent utiliser le service. Mais actuellement, on est plus d'applications sur téléphone. Donc, on est presque 4 ou 5 applications. Mon offre, c'est pour destiner aux demandes d'emploi, pour savoir les offres disponibles. Maintenant, on comprend un peu les services que vous êtes en train de produire. Oui. La question, est-ce qu'il y a une réactivité? Est-ce que vous ressentez que les jeunes, il y a ce retour des jeunes, ils s'intéressent, ils s'inscrivent en termes de chiffres? Cela représente combien? Oui, bien sûr, ça encourage les demandeurs d'emploi d'utiliser le service ANEM. Puisque ils ont gagné le temps, même ils peuvent utiliser le service ANEM même après les heures de travail. Donc la nuit c'est H24 et donc vous offrez cette flexibilité en termes de... Ils peuvent savoir les heures disponibles et ils peuvent actualiser les compétences et les nouveaux diplômes sur son profil au niveau de plateforme. Très bien. Monsieur Belkhiri, je reviens vers vous parce que vous faites partie des personnes qui défendent ce principe d'aller vers la technologie, de ne pas avoir peur de la technologie, car aujourd'hui, même nous n'avons plus le choix, nous sommes obligés de poursuivre ce qui se fait ailleurs et de rester un peu dans la même mouvance. Aujourd'hui, la transformation digitale, comme le disait la jeune Sarah Aït Hamou, pour parler de l'inévitabilité. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, oui. Nous sommes obligés. C'est inéluctable, effectivement. C'est un peu comme à l'époque avec l'informatisation ou la mondialisation, au niveau de l'économie, grâce à Internet, grâce à l'informatique, etc. Avec l'IA, c'est pareil, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre le train. Alors, le train de l'intelligence artificielle, mondiale, je dirais, parce que c'est un phénomène, c'est une révolution qui est mondiale, qui n'appartient pas à un secteur particulier, un secteur géographique particulier. C'est pas l'Algérie, c'est tous les pays. Et on est obligé de suivre parce que tous les méthodes de fonctionnement, de gestion, de management, de coopération, de communication, de travail avec les pays étrangers, donc se basent de plus en plus sur des applications d'intelligence artificielle. Donc nous, pour pouvoir travailler avec ces pays, avec le reste du monde, on est obligé de suivre. Et puis en plus, ça apporte énormément d'avantages. Donc c'est-à-dire, on n'a pas le choix, c'est inéluctable. On est obligé de s'y mettre. D'ailleurs, la société que je dirige, nous, elle s'appelle ADT Informatique et Sécurité. Nous commençons à développer des applications liées à l'IA. Jusqu'à maintenant, on développait des applications standards,
informatique pour la gestion, où on installe des réseaux, on installe des systèmes de vidéosurveillance, etc. Oui. Là, on commence à ajouter le volet donc développement des applications d'IA pour les différentes administrations. Et Moi, j'ai envie de vous poser une entreprises. question, M. Belkhiri. À chaque fois qu'on arrive vers une étape où on doit choisir et on doit passer vers une nouvelle technologie, il y a des appréhensions. Il y a des appréhensions. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle représente... Il y a un mythe qui dit que l'intelligence artificielle est là pour remplacer peut-être des postes d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, il y a une partie de vrai, c'est vrai. Et des études ont montré, d'ailleurs j'en ai parlé ce matin, j'ai fait une conférence justement sur l'impact de l'IA sur l'emploi et les métiers, risques et opportunités. Et là, il y a des études qui ont dit que, c'est des études de la Banque mondiale, de l'OCDE, de différentes institutions donc, mondiales ou européennes ou américaines, qui ont démontré donc, que effectivement, dans les disons d'ici 2030, il allait y avoir à peu près dans les 95 millions de postes de travail qui vont se créer, contre à peu près 80 millions de postes de travail qui vont disparaître. Donc globalement, c'est vrai, il y a des métiers qui vont disparaître. Alors les métiers qui vont disparaître, c'est surtout ceux dont on peut automatiser donc, la plupart des activités liées à ce métier. Mais par contre, il y a d'autres métiers qui vont se créer. Et il y aura beaucoup plus, donc ces perspectives sont optimistes. Ils ont démontré qu'il y aura beaucoup plus d'emplois qui vont se créer plutôt que ceux qui vont disparaître. C'est un phénomène dynamique, effectivement. Donc il ne faut pas avoir peur. Maintenant, ce qu'il faut, effectivement, ça va demander de la reconversion, du recyclage. Parce que beaucoup de métiers, comme je l'ai dit, qu'on peut automatiser, comme le secrétariat, comme les activités juridiques, les activités intellectuelles, les activités aussi physiques. Parce qu'en IA, il y a deux grandes familles d'applications d'IA. Il y a celle liée à l'automatisation physique, la robotique intelligente, etc., par des robots, des machines intelligentes, des drones, etc. Et il y a l'automatisation des activités intellectuelles. Par exemple, de travail de recherche d'informations, au niveau des secrétariats, au niveau des avocats. Dans toutes ces activités vont être impactées. Parce qu'au niveau d'un secrétariat, beaucoup d'activités peuvent être automatisées grâce à des logiciels d'IA générative qu'on appelle, type ChatGPT. C'est-à-dire que toutes les missions cognitives sont remplacées. Et ça, c'est récent. Oui. Par exemple, ChatGPT, il a même pas 2 ans Déjà, en 2 ans, il a révolutionné, il a bouleversé un peu le monde. Parce qu'avant, c'était des applications d'IA générative expérimentées qui est utilisée surtout par des chercheurs, des ingénieurs, titre expérimental. Là maintenant, c'est rentré dans la vie pratique des entreprises, des citoyens, etc. J'aimerais justement lui poser la question à Ahlam Yazli. Alors Ahlam Yazli, vous faites un peu ce travail de recherche de profil. Est-ce qu'aujourd'hui vous remarquez que les profils sont en train de changer? Pour revenir sur ce que disait M. Belkhiri, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des demandes sur certains métiers qui n'existaient pas avant, qui ont justement évolué par rapport à l'utilisation de l'IA. Effectivement, bien entendu. Même qu'aujourd'hui en Algérie, je dirais même qu'il y a plus... Enfin, les métiers qui sont en train d'émerger émergent plus rapidement que les autres sont en train de disparaître. Par exemple, on a toujours des rédacteurs, toujours des secrétaires, des assistants en Algérie, alors que ces métiers justement avec des IA comme ChatGPT, etc., sont appelés à disparaître très bientôt en tout cas. Mais en parallèle, il y a pas mal de métiers qui sont en train d'être créés dans la télécommunication. Aujourd'hui, hein. Mais elles peuvent se reconvertir plutôt en se recycler en d'autres. Oui, effectivement. métiers. Et puisque le salon parle aussi de formation continue, et qu'aujourd'hui avec nous, il y a plus d'une trentaine d'écoles de formation qui sont présentes dans ce salon, qui proposent justement des formations dans ce type de secteur ou de ce type ces domaines-là. Aujourd'hui, il y a pas mal, pour répondre à votre question, il y a pas mal de métiers qui émergent. Et c'est d'ailleurs, c'est le nerf de la guerre, je dirais. Aujourd'hui, c'est même une guerre internationale. Parce que on va pas se mentir, hein, c'est des profils qui sont très très recherchés un peu partout dans le monde, qui sont mieux payés à l'étranger. Voilà, parce que c'est pas les mêmes. C'est pas le même. Les enjeux ne sont pas les mêmes aussi. Ne sont pas les mêmes, c'est ça. Et puis ils sont délocalisés, c'est normal. Donc aujourd'hui, on se bat non pas uniquement en interne entre entreprises algériennes ou multinationales. C'est-à-dire que la mondialisation est en train de faire son effet aussi sur nous et que la concurrence est totalement. C'est ça. Donc aujourd'hui, des entreprises font appel à nous non pas uniquement pour trouver ces candidats-là, ces profils-là,
mais pour éventuellement les aider à dénicher les meilleurs potentiels et à les accompagner de manière complète pour pouvoir justement pallier à ces créations de postes. Très bien. Voilà. Très bien. Merci. Sarah Hamou, alors vous avez déjà intégré l'intelligence artificielle. Hein. Le chat GPT, il fait déjà partie de votre outil de travail. Comment cela s'est présenté? Il faut comprendre en fait que l'IA, c'est un outil. C'est comme un assistant. Oui. Donc l'IA, elle peut se présenter sous forme de ChatGPT, de Gemini. Elle peut se présenter aussi sous forme de d'autres logiciels qui sont là pour nous aider à créer par exemple du contenu pour notre communication, ou encore mieux à optimiser notre travail au quotidien, nos tâches entre les différents salariés, entre les différents membres de l'entreprise. Et nous, c'est venu tout naturellement, vu que dans l'incubateur, on est là à travailler avec des startups qui utilisent de l'innovation et donc de l'IA aussi dans leurs projets. Comme il l'expliquait tout à l'heure, Monsieur Blakheri, tout à fait, il y a différents types d'IA. Et nous, en général, on a aussi ce petit souci de quand on dit IA, on pense directement à ChatGPT, mais pas forcément. Il y a vraiment tellement de types d'IA, de plusieurs IA qui existent et qui peuvent en fait nous aider quotidiennement à optimiser nos tâches au sein de nos entreprises. Et ce changement, cette adoption est venue naturellement. Comme je vous ai dit, c'est un besoin. Et quand le besoin, il se présente, il faut répondre oui à ce besoin et à trouver la solution. Donc la solution de l'IA, elle est venue. Elle nous a aidé vraiment à avancer plus rapidement dans nos tâches, à fluidifier plus rapidement, à optimiser et donc à concrétiser énormément de projets, de programmes au sein de notre incubateur. Et aussi en accompagnant les startups et les entreprises qui ont été toutes oui pour apprendre ça, pour adopter l'IA aussi dans leurs propres organismes. Vous avez fait un travail d'accompagnement concernant beaucoup de jeunes start-upers et parfois des personnes qui ont été initiées justement au digital. Est-ce que l'intelligence artificielle vous a aidé justement à faire cette initiation? Est-ce que vous les avez initiés? Vous avez reçu une forme d'acceptabilité de leur part? Tout à fait. Alors, pour revenir... Il est très important de préciser qu'aujourd'hui, aller vers l'intelligence artificielle ou même aller vers la transformation digitale demande aussi une acceptabilité de la part des individus. Et ça dépend aussi de l'âge, mais vous me parliez tout à l'heure, avant l'émission, vous me parliez des tranches d'âge qui sont différentes, mais l'intéressement est toujours là. Oui. Alors, comme on en a parlé, on est un incubateur. Donc, en général, on travaille énormément avec des startups qui sont dans l'innovation. Donc, l'IA, ils l'ont accepté plus facilement. Et ça fait partie, on va dire, de leur concept, de développement de leur idée, de leur start-up. Les entreprises de même, les entreprises, qu'elles soient B2B ou B2C, elles ont fait la même chose au niveau de nos espaces. Donc, elles ont facilement adapté l'IA, elles l'ont facilement intégré dans leurs entreprises, dans leurs démarches. Mais récemment, on a été très agréablement surpris suite à un programme. C'est un programme de digitalisation de petits commerces tenu par des femmes artisanes. Donc, c'était 26 femmes qu'on a accompagnées en partenariat avec le PNUD et avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. C'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, des femmes de toutes tranches d'âge. Il y avait des jeunes filles qui venaient d'avoir leur diplôme et qui voulaient travailler dans l'artisanat. Mais il y avait aussi des dames qui avaient un âge, la soixantaine, et qui étaient vraiment avares d'apprendre, avares d'intégrer l'IA, avares d'intégrer la digitalisation et la transformation digitale au sein de leur petit business, au sein de leur petit commerce. Et elles se sont sorties vraiment comme des championnes, comme des professionnels en utilisant l'IA dans leur quotidien, en optimisant leurs tâches, vu leur travail manuel, artisanal qui prend énormément de temps, elles ont dû et elles ont su surtout reconnaître l'avantage et la positivité et la puissance qu'elles pouvaient leur ramener l'IA dans leur business et comment en fait développer. Et elles sont sorties au bout de 5 jours de formation avec des sites e-commerce, avec des pages où elles ont pu automatiser énormément leurs publications pour communiquer aussi sur leurs réseaux sociaux, mais de même utiliser des CRM, utiliser de l'intelligence artificielle pour automatiser leurs commandes, pour automatiser leur façon de faire, que ce soit avec leurs fournisseurs ou avec leur clientèle.
Et c'était vraiment une expérience riche humainement et une expérience qui casse les plafonds de verre, qui dit en fait que non, l'IA elle est là pour voler des postes et elle n'est pas là pour aider en fait l'entrepreneur entre guillemets. J'aimerais juste préciser que vous avez fait cette introduction, pas seulement dans les grandes villes, pas à Alger, mais vous êtes déplacé vers Ain Tout Defla. à fait. Oui. Et il y avait 26 femmes qui venaient de 5 wilayas différentes. Et prochainement, on va faire la même chose au niveau de Oran. Il y aura aussi une cohorte de femmes qui profitera aussi de ce programme-là. Et d'où l'importance de savoir utiliser ces outils-là qui ne vont que en fait améliorer notre business. Très bien, très bien. C'est une force. C'est une force, exactement. Mariam Taleb, je vous pose la même question sur la plateforme ANEM. Oui, On imagine que les métiers sont en train d'évoluer très vite bien et sûr. les besoins aussi. Il y a une politique qui a été menée par l'Algérie, par Oui. les autorités publiques, concernant la création d'écoles pour apprendre l'intelligence artificielle, Oui. aller vers ces nouveaux métiers. Les premiers diplômés, on imagine, sont en train d'arriver sur le marché algérien, le Oui. marché de l'emploi bien sûr, Bah pour oui. préciser. Est-ce que vous les voyez passer dans la plateforme? Bien sûr, là, on est l'ANEM qui fait tout un projet pour actualiser les métiers. C'est la nomenclature algérienne des métiers qui fait c'est de 2010 à 2012 qu'ils ont créé nomenclature. C'est toute arborescence des métiers de 16 secteurs et de 422 métiers. Donc, les nouveaux diplômés ils peuvent donc accéder aux plateformes et sélectionner les métiers ou bien on a des propositions de métiers et accès métiers. Ils peuvent sélectionner selon les compétences, Selon les compétences. leurs compétences. Oui. Par exemple, quel genre de métier aujourd'hui vous voyez apparaître ces dernières années? Parce qu'on parle réellement d'une montée fulgurante de la transformation digitale juste après le Covid. On imagine qu'il y a une reprise avec bien sûr la mise en avant du travail par Internet, les plateformes numériques. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ces métiers commencent à apparaître? Bien sûr, surtout les informaticiens, c'est spécialisé en les développeurs et les sécurité des systèmes. Donc c'est ce métier trop demandé au marché d'emploi actuellement. Très bien. Oui. Très bien. Monsieur Belkhiri, je vous pose la question sur la politique qui a été menée en Algérie. Il y a cet intéressement qui est manifesté quasi quotidiennement. Le président de la République revient régulièrement sur l'intérêt de numériser et cela devient une priorité stratégique. Aujourd'hui, vous avez l'impression que ça y est, la machine est lancée? Oui, effectivement, je pense que la machine est lancée. Et c'est bien, vous l'avez bien dit, le président de la République lui-même rappelle à chaque Conseil des ministres, il demande un bilan des actions et des opérations donc, effectuées dans le cadre de cette numérisation des administrations publiques. Parce que dans ce domaine, le pays a pris beaucoup de retard. Parce que la numérisation, l'informatisation, tout ça, on aurait pu la faire il y a déjà 20 ans, hein, l'informatique. Ils ont pris beaucoup de retard et c'est bien que le président en ait fait une priorité, je dirais même une priorité numéro 1, pour justement transformer, informatiser toutes les administrations. Le ministère des Finances, les impôts, l'agriculture, l'industrie, etc. C'est une très bonne chose, donc c'est bien. On a créé, donc les autorités ont créé aussi un haut conseil, je crois, de l'intelligence artificielle. Oui. C'est une très bonne chose. Et l'intelligence artificielle, vous avez raison. Voilà, Oui. c'est une très bonne chose, mais il faudrait qu'ils communiquent un peu plus et qu'ils informent un peu plus le public et les professionnels du secteur. Parce que nous avons beaucoup de compétences qui existent dans notre pays et qui peuvent contribuer à l'accélération des opérations de transformation numérique et d'introduction de l'intelligence artificielle. Il y a une autre opération aussi qui est très intéressante à signaler, c'est la construction de 2 grands data centers. Parce que l'intelligence artificielle, comme vous le savez, on l'a dit, est une très grande consommatrice de puissance machine et de calcul de données, vitesse et mémorisation. Donc sans ça, jusqu'à maintenant, on était obligé de passer par des structures de stockage à l'étranger. Là, avec la constitution de ces 2 data centers, je crois qu'il y en a un à Alger et un à Blida qui est prévu, ça va accélérer et permettre justement aux différents opérateurs de développer et de mettre en place leurs applications d'intelligence artificielle qui, comme je l'ai dit, sont très grandes consommatrices de puissance de calcul. Et aussi, j'ajouterais aussi d'énergie électrique. Aussi, hein. Là aussi, il y a des problèmes
de protection de l'environnement, etc. qui se posent. Mais je veux dire, beaucoup d'actions sont menées actuellement. Il faudrait peut-être, c'est bien que les autorités chaque fois s'appuient pour que les responsables de ces différents projets aillent beaucoup plus vite. Alors, la question sur l'implication des autorités est avérée. Et on est dans la mutation qui s'opère tous les jours sur le terrain, on le remarque. Mais est-ce que vous remarquez que l'écosystème aussi au niveau des jeunes, les jeunes qui s'intéressent justement à ces métiers, on l'a vu dans ce salon, il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici, qui posent des questions sur ces nouveaux procédés. Ça vous fait plaisir, vous, en tant qu'observateur, de voir cet engouement que vous observez, notamment dans ce genre de manifestation? Ah ben oui, moi ça me fait énormément plaisir sous deux aspects. Le premier, en tant qu'organisateur du Salon national de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat, ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces nouveaux métiers, à être recrutés ou à se former, etc. Ça me plaît. C'est l'objectif du salon, c'est ça. C'est de permettre à un maximum de gens, des jeunes surtout, issus des universités et des centres de formation professionnelle, de venir donc trouver des emplois qui correspondent aux formations qu'ils ont reçues et de connaître quels sont les métiers qui vont peut-être disparaître ou bien transformer, et aussi des nouveaux métiers qui se créent. Parce que l'introduction et l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle, par exemple, va nécessiter aussi d'avoir beaucoup de compétences qui vont prendre en charge la gestion, le développement, la conception, l'installation, la maintenance de tous ces systèmes. Oui. Donc il faudra des dizaines, des milliers d'ingénieurs de data scientists, d'ingénieurs en robotique, d'ingénieurs en domotique. Là aussi, donc l'intelligence artificielle va se développer très vite. La domotique, c'est l'utilisation de l'Internet, donc l'Internet des objets. C'est pour l'interconnexion des usines, des installations, etc. On parle justement, vous êtes en train de citer quelques métiers, j'en vois quelques-uns. Il y a les data scientists, vous en parliez, spécialisés en IA, les éthiciens aussi. Oui. Les éthiciens, voilà, ce qu'on appelle. L'éthicien, par exemple, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout l'IA générative, oui, pose des problèmes d'éthique. Des problèmes d'éthique en termes de responsabilité, en termes de lutte contre les biais, en termes de lutte contre les assumptions. Parce que l'intelligence artificielle, elle a beaucoup d'avantages, mais elle a des inconvénients aussi. Comme toute chose. Comme toute technologie, comme toute chose. Je prends le cas de ChatGPT, par exemple. Oui. C'est un outil qui est très utile, très puissant, d'ailleurs qui est utilisé par pratiquement tout le monde maintenant, hein, parce que sa simplicité, son efficacité, on en fait un outil vraiment indispensable, je dirais. Oui. Mais il a des défauts. Il a ce qu'on appelle les biais, les hallucinations. Par exemple, quand vous lui demandez de faire une recherche, il va chercher dans sa grande base de données, à partir de laquelle on a appris avec l'apprentissage automatique, etc., de grandes masses de données. Donc il a cette information mémorisée. Il va aussi chercher dans les sites internet, dans les réseaux sociaux. Donc toutes ces informations, et puis il vous donne des réponses. Il vous affiche aussi les sources, les différentes sources. Mais parfois, il ne trouve pas de réponse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il invente lui-même. Par exemple, vous allez lui dire quels sont les produits qui sont cultivés au niveau du Sahara. Alors il va chercher, par exemple, le Sahara dans telle région, par exemple à Tamanrasset. Il va chercher, il ne va pas trouver. Il n'y a ni tomates, ni rien. Mais alors qu'est-ce qu'il va faire? Obligé de proposer. Voilà, de proposer. Il va dire, par exemple, je lui dis s'il y a des tomates qui sont cultivées à Tamanrasset. Il va faire des recherches, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter, il va aller à Tizi Ouzou, dans la montagne. Il y a des champs, je crois, qui produisent des pommes de terre. Là. Il va vous dire, voilà, ils produisent des tomates là aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des limites à l'utilisation. Il y a aussi des erreurs. Des erreurs, oui. Le fait aussi, parce que le système par exemple, de ChatGPT, il a été entraîné pour obtenir toutes ces informations. Il a été entraîné sur une masse énorme d'informations. Des algorithmes des algorithmes puis des informations. Alors ces informations, il les a tirées d'où? Il les tire en général, comme je l'ai dit, d'Internet, des sites sociaux, des réseaux sociaux, etc. Oui. Et en général, ces informations, elles sont disponibles surtout dans les grands pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Russie, etc. Oui. Donc quand vous allez faire une recherche, il va vous donner donc des informations qui sont plutôt orientées vers les comportements des Américains, ou des Russes, ou des Européens. Mais ça, c'est fait de manière parfois intentionnelle. Des fois, c'est intentionnel, des fois. Par exemple, vous allez poser une question sur un système. Il y a eu le cas, c'est Amazon, je crois, qui avait lancé un chatbot pour le recrutement. Et puis, il obtenait des résultats au niveau du recrutement. Le système ne sélectionnait que des hommes, pratiquement. Les femmes, il les mettait de côté. Pourquoi? Parce qu'après qu'ils ont fait une investigation, ils ont vu qu'il avait puisé des informations pendant l'entraînement
sur des entreprises américaines qui ne recrutaient, dans des secteurs qui ne recrutaient que des hommes. Donc ça, Alors, ce sont, lui, il a vous êtes en pris train ses d'expliquer donc les limites de l'utilisation de Il y a des problèmes de responsabilité aussi juridique. Oui, Par exemple, une voiture autonome, oui. elle fait un accident, elle écrase quelqu'un. Qui est responsable? Est-ce que le véhicule fait? C'est un robot. Est-ce que c'est celui qui l'utilise, la société de taxi par exemple, ou bien est-ce que c'est celui qui l'a conçu? Alors il est vrai que M. Ça pose Belkhiri, aujourd'hui, le métier d'éthicien est extrêmement très important voilà. pour justement déterminer les responsabilités. D'autant plus que nous sommes au balbutiement justement de l'utilisation de l'IA, notamment pour certains pays, comme les pays émergents, comme le nôtre. Ahlem Yazli. Alors Ahlem Yazli, moi, je voudrais vous poser la question sur la formation. La formation, on imagine aussi que à travers vos plateformes, vous mettez en relation avec des formateurs, vous proposez aussi un recyclage pour certains employés. Comment cela se passe, notamment pour obéir à certains impératifs et à certains métiers qui sont demandés en ce moment? Oui, absolument, on fait ça. Oui. Déjà à travers des partenaires. Donc c'est des écoles de formation connues, agréées, qui ont déjà fait leurs preuves sur pas mal de fonctions et qui aujourd'hui proposent ce type de formation dans les nouveaux métiers. Il faut savoir que c'est pas toutes les écoles qui le font. Et après, ça dépend vraiment des niveaux de compétences qu'on souhaite acquérir dans chaque fonction, dans chaque nouveau métier. Je vous pose la question parce oui. qu'en fait, lorsqu'on parle un peu des nouveaux métiers qui se profilent, peut-être pas encore les éthiciens, parce que là, on n'est pas encore à ce stade-là. Mais par exemple, dans les métiers de la cybersécurité et des développeurs, aujourd'hui, c'est des métiers qui sont extrêmement demandés. Et on imagine que les nouveaux universitaires, peut-être qu'il faut peut-être des formations complémentaires. Est-ce que vous êtes aussi dans le conseil? Absolument. Alors, on est dans le conseil. Avant, on le faisait, comme je vous l'ai expliqué, à travers on le fait toujours, Oui. des écoles qui sont nos partenaires, qu'on conseille. D'ailleurs, nous-mêmes, on a bénéficié, un certain nombre de nos collaborateurs a bénéficié de formations dans la cybersécurité suite à la mise en place de nouvelles lois. D'ailleurs, notre métier l'exige parce que on travaille avec des multinationales qui, depuis déjà 3-4 ans, ont commencé à avoir certaines exigences. Que par exemple les employés ayant accès à leurs data soient formés sur la cybersécurité, etc. Ouais. Et donc on a dû justement se conformer et une chose qui est très bien pour nous, parce qu'on a bénéficié de formations, on a appris de nouvelles choses. Parfois très compliquées. Votre champ de compétences évolue au fil des Absolument, parce qu'on est obligé de nous conformer à certaines réglementations et puisque nous ne travaillons pas uniquement avec des entreprises algériennes, donc parfois on opère ces changements-là avant que ça soit vraiment obligatoire en Algérie. Donc vous anticipez. Donc, absolument. Oui. C'est même pas de l'anticipation, de l'anticipation par rapport à ce qui se fait. Exactement. Voilà. Et depuis peu, on a même ouvert une filiale. Donc on est en train, c'est un projet toujours digital. Donc à travers une nouvelle plateforme que nous sommes en train de créer, nous allons mettre en relation les entreprises avec des consultants formateurs, beaucoup plus dans le domaine IT, des nouvelles technologies, mais aussi dans d'autres métiers, justement à ces fins-là. Donc pour permettre d'abord de faire comme un état des lieux, une analyse, voir un peu de quoi l'entreprise a besoin sur ces volets-là, ensuite faire des propositions dans ce sens, avec des formations, des parcours de formation sur une durée donnée. Puis on sélectionne, donc grâce à cette nouvelle plateforme, on va pouvoir sélectionner parmi les consultants présents, parmi un peu la data disponible aussi par rapport à ces consultants, donc est-ce qu'ils sont bons, ils sont pas bons, les notes qu'ils ont déjà obtenues, les références clients avec qui ils ont déjà travaillé, etc. Et à ce moment-là, ces consultants mettent en place un plan d'action pour accompagner les entreprises dans cette évolution. Donc ce projet est en cours, vous êtes en train de créer la filiale. Il est imminent. Il est imminent, voilà. Très bien. Sarah Aït Hamou, la formation, l'évolution successive et continue, vous en avez fait également votre cheval de bataille, vous êtes constamment dans cette formation pour une mise à jour régulière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un impératif qui vous est indispensable? Alors,
en tant qu'entrepreneur. Parce que j'imagine, avant de répondre à la question, j'aimerais savoir aussi votre profil d'études. Vous avez commencé dans un profil d'études qui n'a rien à voir avec le travail que vous faites aujourd'hui. Tout à fait. Alors moi, je suis diplômée, j'ai un doctorat en pharmacie. J'ai fait mes études à l'université d'Alger. Et suite, en fait, en parallèle de mon parcours, j'avais fait aussi d'autres formations. Et je me rappelle aussi, c'était un parcours, on va dire, universitaire qui était aussi riche d'une vie associative grâce à l'association ACEPA que je salue pour leurs efforts et où on devait tout le temps faire des ateliers, faire des formations, sachant que le métier de pharmacien, c'est un métier polyvalent. Ce pharmacien, ce n'est pas que le pharmacien d'officine qui va tout simplement, on va dire, vous prescrire vos médicaments et vous les donner, mais bien au-delà de cela. Donc, suite en fait à ma formation, suite aussi à un petit passage en industrie pharmaceutique, j'ai eu un déclic que ce n'est pas ce que je voulais. Et je cherchais toujours ma quête et c'était dans l'entrepreneuriat que je l'ai trouvé. Et je pense que ce message-là, je peux l'adresser vraiment à plein d'étudiants qui sont dans le cursus universitaire, de leur dire en fait profitez de votre cursus pour faire plein de stages, pour faire plein de formations. Formez-vous, ne vous suffisez pas juste à ce qu'on vous donne au niveau de l'université, mais il faut aller chercher plein de compétences. Et ces compétences-là, ces formations, on peut se les faire que ce soit sur le terrain, en apprenant, en étant stagiaire, ou en étant salarié aussi, parce que l'expérience salariale, elle est très importante pour acquérir énormément de compétences et de soft skills, ce que vous avez parlé au départ, et n'oublions pas qu'on travaille dans une entreprise, donc c'est des relations humaines avant qu'elles ne soient des relations, on va dire, salariales ou des relations patron-salarié ou collègue-collègue. Et ce genre de formation, ce genre d'expertise, ce genre en fait de upgrading, il faut toujours aller chercher, aller se former et aller en fait se mettre à la page et à jour. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et ça continuera encore. Tout à fait, jusqu'au dernier jour de ma vie. Ça va très vite hein, avec les nouvelles technologies qui Oui, se il faut toujours se mettre à la page, il faut toujours être à jour de ce qui se passe, surtout dans son domaine. On ne peut pas se nommer ou se dire qu'on est expert dans tel domaine ou tel domaine si on ne se forme pas tout le temps, si on n'est pas tout le temps en fait à chercher qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde et vraiment d'aller chercher cette formation, d'aller chercher cette information qui est cruciale pour nous et pour notre business. Très bien. Mariam Taleb, je vous pose la même question concernant la formation. Aujourd'hui, ça s'impose aussi au niveau de vos agences, à travers vous faites aussi du conseil à travers les jeunes demandeurs d'emploi. Exactement. C'est parmi les tâches ou bien les services de l'ANEM, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est par conseil, c'est informer, orienter, conseiller et aussi former. Est-ce que vous le faites en ligne également? Vous le faites en ligne ou c'est vraiment actuellement, non, c'est présentiel. Actuellement. C'est présentiel, mais plus tard, pourquoi non? Donc actuellement, on fait surtout les bénéficiaires d'allocations de chômage. Donc ils sont purement des primo-demandeurs. Donc, on fait des ateliers sur l'entretien d'embauche, comment faire un entretien d'embauche, sur la rédaction des CV, la motivation, la rédaction administrative en général. Donc, comment faire un plan d'action dans la vie professionnelle d'un demandeur d'emploi. Et le plus important, c'est on découvert le profil entrepreneurial et le profil d'employabilité. D'accord. Parce que c'est pour être un entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a des tests psychiques qui est fait pour découvrir des préqualifications peut-être. Exactement. Oui. Donc, on forme les bénéficiaires de l'allocation de chômage au niveau des centres de formation. Surtout les types de candidats sans qualification. Sans niveau d'instruction et sans qualification, on oriente vers les centres de formation pour faire des métiers, par exemple, comme l'informatique, la comptabilité, le secrétariat, et même pour les métiers déficitaires dans le marché d'emploi. Merci à vous, monsieur, mesdames, d'avoir été mes invités pour cette émission spéciale consacrée au 18e salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui se tient en ce moment et qui continuera jusqu'à demain. Mais l'émission sera diffusée demain, donc ça sera déjà à la fin du salon. Donc merci à vous. Je rappelle, Dr Ali Belkhiri,
Vous êtes commissaire du salon Algerian Job Summit. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ben, merci à vous de nous avoir invités. Eh ben, c'est nous. Ahlam Yazli, directrice commerciale d'une société de recrutement. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous pour l'intérêt. Merci. C'est nous. Salah Aït Hammou, alors vous êtes co-manager, hein, pour rectifier, je l'avais dit manager tout à l'heure, vous êtes co-manager de l'incubateur Warm Working by the Annex DZ. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir fait part de votre expérience comme start-upeuse et également manager d'un incubateur qui aide beaucoup de personnes à émerger, à utiliser la transformation digitale dans leur métier. Et puis également Mariam Taleb, chef d'annexe de l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi à Bab Zouar. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Donc, merci pour cette invitation. C'est nous. Alors, madame, monsieur, c'était donc une émission consacrée justement à cette thématique très importante qui concerne la transformation digitale, l'intelligence artificielle dans le marché de l'emploi. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. À la semaine prochaine.